Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Claude Dana. Bonjour. Voilà, donc je voudrais vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci. Nous allons parler aujourd'hui de quoi? Nous allons parler de, je n'ose pas dire l'anniversaire, la commémoration des 10 ans de la mort du célèbre personnage incontournable de la région qui a été Georges Frêche. Voilà, donc Jean-Claude Dana est un peu disruptif. Donc aujourd'hui on a ressuscité Georges Frêche. Il est idolâtré, on peut dire presque. Ah oui, complètement. Voilà, donc on va parler un peu de votre rapport à Georges Frêche. Vous l'avez connu, vous avez été au PS, vous avez quitté le PS, vous avez écrit sur lui. J'ai bien connu Georges Frêche, et puis il se trouve que il m'a même marié, il a tenu à me marier. Ça a été un mariage où il a fait un discours œcuménique de 3/4 d'heure, et puis je l'ai invité à différentes soirées professionnelles, puisque je suis dentiste, et des soirées médicales. C'est quoi les soirées professionnelles des dentistes? Ben, c'est des soirées, il y a plusieurs intervenants, sponsorisés ou On parle pas. dedans, on parle dedans. Non, pas forcément, on n'a pas parlé forcément dedans, on parlait d'autres choses, médicales. D'accord. Voilà, donc il était venu avec sa femme, on s'est connus à un certain nombre de soirées communautaires, puisqu'il adorait participer aux soirées de la communauté juive. Et donc on s'est connus dans ces instants-là, puisqu'il se trouve que ça fait partie de mes origines. Et c'est vrai que pour Frêche, il avait dit une fois d'ailleurs, Montpellier est un poste avancé de Tsahal. Tsahal, c'est l'armée israélienne. En fait, Frêche admirait les Israéliens. Peut-être un peu moins les Juifs. Il avait fondé la journée de Jérusalem, ce qui n'était pas forcément très intelligent pour une ville de créer une journée consacrée à Jérusalem avec le conflit israélo-palestinien, qui est quand même assez prégnant. Donc je continue la présentation si vous voulez Oui, bien. allez-y. Donc dentiste à la retraite, écrivain et franc-maçon. Voilà, Ça vous va? parfait. Un homme libre, tellement libre que vous êtes passé du PS à la droite. Marié, 4 enfants, Oui. 3 petits-enfants, 80 ans. Vous êtes l'homme aujourd'hui le plus détesté des fréchistes. C'est possible. Mais pour en revenir au Parti Socialiste, un jour, Frêche m'invite dans son bureau et me dit j'aimerais que vous rentriez au PS. Moi, je n'ai jamais fait de politique de ma vie, j'en avais jamais fait. Et j'hésitais. Pour me convaincre, il m'a dit vous savez, moi-même, je ne suis pas socialiste, je serais plutôt démocrate à l'américaine. Et donc, je suis rentré au PS, dans la section numéro 1, que dirigeait l'un de ses affidés les plus fidèles, Henri Talva. Voilà. Et un beau jour, comme j'avais commencé à semer un vent de liberté et que l'émotion n'était plus votée automatiquement comme au début dans cette section, Henri Talva est venu me dire « Tu sais, Georges a dit qu'il fallait que tu fasses allégeance. » C'était le seul terme qu'il ne fallait pas employer. Parce que je lui ai dit d'aller répondre à Frêche par un bras d'honneur, et quelques temps après, j'ai démissionné du PS, surtout quand j'ai entendu qu'en 2002, au deuxième tour, sans doute par bravade, de source sûre, Frêche avait voté Le Pen au deuxième tour. En fait, il admirait Chirac, il aurait bien aimé être Chirac, et comme il ne pouvait pas être Chirac, il avait décidé par bravade de voter contre lui. Mais bon. Donc vous êtes écrivain, votre premier bouquin, Le Juif albinos, c'est contre le communautarisme juif. Le deuxième bouquin, donc État de veille, vous avez fait voilà, vous avez fait une parabole de l'arbre du singe qui a été publié dans Nouvel Obs, Voilà, et qui vous a valu aussi beaucoup de soucis locaux. Ensuite, vous avez écrit L'éclate-vie, donc ce bouquin-là, qui est un récit de vie, de voitures, de femmes, de jeux, de votre jeunesse un peu tumultueuse, on va dire ça comme ça. Et pour terminer, donc L'éclair et le compas. Donc L'éclair et le compas, c'est ce bouquin, alors qui est sorti il y a peu de temps, je crois il y a 1 ou 2 ans. Un an. Voilà, c'est l'histoire d'une ville picarde. C'est un roman politico-maçonnique. Tout à fait. On reconnaît un peu ce qui se passe dans cette histoire à ce qui pourrait se passer ici. Comment on prend le pouvoir, comment on investit les réseaux, pied noir ou AVS, voilà, tout ce genre de choses. Voilà. Vous avez rajouté quelque chose? Non, juste que certains, notamment votre collaborateur, Donato Pelayo, qui a fait sur ce livre un article
dithyrambique dans lequel il me comparait un mélange entre San Antonio et Saint-Simon, à décréter que le personnage de ce bouquin, un des personnages importants du livre, qui était Georges Frêche, les gens qui le liront se feront leur avis, mais personnellement, je ne peux pas dire que c'était Georges Frêche, c'est un maire d'une ville picarde. Voilà, tout simplement. Donc vous êtes à Montpellier depuis 81, vous avez fait vos études à Montpellier que vous avez terminées en 1966, Oui. Vous êtes parti à Grenoble, vous êtes installé à La Mure dans une cité de mineurs où vous avez été dentiste pour mineurs. Non, j'étais dentiste libéral, il y avait des mineurs qui venaient se faire soigner, c'est tout. Ah bon? À La Mure. J'ai mal lu alors. Voilà, j'y suis resté 2 ans et demi, ensuite je suis descendu. C'est le cas de le dire, puisque la Mure est à 1000 mètres d'altitude, je suis descendu à Grenoble après. D'accord. Donc originaire de Tunis, une passion la famille, qualité j'en ai pas, défaut j'en ai plein. Et donc si on était au 19e siècle, on dirait de moi que je suis un honnête homme. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc le numéro 908 de la Glorieuse, on revient sur l'affaire révélée par Rémi Gaillard à quelques heures du second tour. L'affaire qui agite un peu les réseaux sociaux, le micmac autour de la maison de Michael Delafosse. Voilà, et ensuite pas mal d'articles sur le fraîchisme, donc l'hubris fraîchiste, de rêve en cauchemar, commémorer Frêche, un devoir d'inventaire contre un droit de mémoire, et Brutus et ses courtisans. Voilà, on va y revenir. Et ensuite, on attaque la saga de la peste de Marseille de 1720, parce que des gens d'ici, beaucoup de Montpelliérains, y étaient mêlés. D'accord. Voilà, alors Jean-Claude Dana, cette année, c'est le 10e anniversaire de la disparition de Georges Frêche. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Anniversaire, vous employez volontairement un terme festif? Oui, c'est un drôle d'anniversaire. C'est plutôt, Covid. C'est plutôt commémoration, mais bon. Commémoration, oui. Mais par ces termes de Covid, on fête quoi alors? Rappelez-moi ce qu'on fête. C'est-à-dire, on fête pour la mort de Frêche? On fait la fête? Je pense que certains font une forme de fête, c'est plutôt une psychose collective, parce que j'ai jamais compris l'attachement surréaliste que les gens ont envers Frêche. Personnage très intelligent, il avait effectivement une certaine intelligence, mais il y a plusieurs types d'intelligence. La sienne était destinée à son usage personnel. En fait, il n'aimait que lui. Il n'aimait que lui et c'était un homme de calcul. C'était un homme dont j'ai découvert au début qu'il avait la prescience du mauvais côté de l'homme et qu'il s'en servait. En fait, il ignorait totalement le bon côté de l'humanité. Donc quand on dit que c'est un humaniste, moi je dirais que c'était un inhumaniste. Parce qu'en 2008, il a dit « les cons sont majoritaires » et moi j'ai toujours été élu par une majorité de cons. C'est incroyable d'insulter ses électeurs. Voilà, tout à fait. Tout à fait, mais c'était Il est où l'humanisme là? C'était dans son genre, il était pas du tout humaniste. Il adorait, comment dire, humilier. Ça, humilier les gens, c'était quelque chose qu'il adorait. Alors il ne le faisait qu'avec les faibles, bien entendu, ou les gens de son entourage, les alimentaires. Les alimentaires, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Donc après 10 ans, donc Georges Frêche, à lire la presse locale, est un homme irremplaçable, il intéresse qui aujourd'hui? D'abord, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables, et puis Frêche, par exemple, visionnaire. Est-ce que c'est visionnaire de faire traverser cette belle place de la Comédie par un tramway? Est-ce que c'est visionnaire d'avoir créé ce décor de carton-pâte gréco-roumain ou romain qui est le quartier d'Antigone? Est-ce que c'est visionnaire d'avoir fait ce qu'il a fait dans le centre-ville? Pas du tout. Mais bon, l'histoire l'a retenu. Vous savez que les gens qui sont disparus, généralement, bénéficient, je ne sais pas si moi je bénéficierais des mêmes compliments post-mortem, mais Frêche, c'est carrément une forme de paranoïa. À tel point que, sur Facebook, je me suis amusé sur un lien de Michel Crespi qui félicitait Carole Delga d'avoir publié les caricatures de Mahomet sur l'hôtel de la Région, ce qui est tout à fait bien d'ailleurs, et c'était bien de la féliciter. Je me suis amusé à dire, en plus la Région a affiché les caricatures de Frêche qui, lui aussi, selon ses propres dires, était aimé par les cons, mais ne trouvait pas ça si dur que ça, puisque les votes des cons le faisaient élire. Et j'ai été très surpris d'avoir une réponse de son ancien chef de cabinet, Jean-Pierre Foubert, qui me fait cette réponse absolument ahurissante. « Rince-toi la bouche après avoir vomi, ton haleine est putride,
Tu sens comme trop de gens persuadés qu'ils sont injustement ignorés, alors qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils sont depuis longtemps au fond de la poubelle de l'histoire. Voilà, entre ça et les messages d'insultes islamistes sur ceux qui critiquent Mahomet, je ne vois pas beaucoup de différence. À part peut-être la promesse de décapitation. Qu'est-ce que vous avez retenu à part ça de son anniversaire? Pour moi, Oui. rien. Alors, on refait l'histoire. Vous étiez au PS. Vous avez été combien de temps au PS? Environ 5 ans, et j'en suis parti publiquement. D'ailleurs, l'article avait été publié dans le Midi Libre, un petit article de la puce à l'oreille, qui expliquait pourquoi j'étais parti. Et donc, il ne s'est rien passé de particulier à ce moment-là, sauf quand j'ai écrit État de veille et que le Nouvel Obs, qui était venu à Montpellier pour faire un dossier sur Fresh, a été viré. 2 journalistes ont été virés par Fresh, qui avaient soi-disant écrit un livre avec, c'était Lapouster, je crois, qui avait écrit un livre. Et donc, Fresh avait refusé de recevoir les journalistes du Nouvel Obs au prétexte qu'ils n'avaient pas été assez dithyrambiques envers ce livre. Et donc, ils sont venus me voir. Au début, je pensais même que c'était une farce, que c'était pour le juif albinos, mais non, c'était pour État de veille. La parabole de l'arbre au singe, dans laquelle je décrivais un baobab avec des macaques dans l'arbre, son conseil municipal, avec des guenons et des mâles, et au pied de l'arbre, un gros magot, donc un singe plus gros, dépourvu de queue arrière, dont je précisais qu'il se servait de l'autre pour assouvir son droit de cuissage sur les guenons de l'arbre. D'accord. Voilà. Et donc ça a été publié. Et en une journée, cette page a été distribuée à l'époque à l'hôtel de région que présidait Jacques Blanc. Et le Nouvel Obs avait été interdit au district où il y avait Fresh. En une journée, je suis passé de la liste VIP de Fresh à la liste VIP de Jacques Blanc. Comme quoi, avec une histoire de singe, hein, on peut changer de camp, quoi. Voilà, c'était très très drôle, j'ai trouvé. Donc, voilà, vous avez refusé de faire allégeance. Est-ce que c'est parce que, voilà, on vous a pas proposé de poste ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors justement, ça c'est l'argument que me sortent tous les affidés de Fresh, que si je me comporte de cette manière absolument iconoclaste, c'est parce que Fresh ne m'a jamais donné de poste. Mais je n'ai jamais demandé de poste. Et je lui ai même dit un jour que j'en voulais pas, je voulais garder mon indépendance. Heureusement, j'ai de quoi vivre, j'ai toujours eu de quoi vivre, de quoi manger, et je voulais pas me retrouver lié, poings et pieds liés, devant un dictateur, déjà, qui voulait que je fasse allégeance, alors qu'il m'avait fait entrer au PS et que j'étais seulement dans une des sections du PS. Donc, j'ai jamais demandé un poste, il m'en a jamais proposé, et c'était parfait comme ça. Ça veut dire quoi être franc-maçon à Montpellier en 2020? C'est un autre débat, c'est un vaste débat. La franc-maçonnerie, pour être honnête, n'est plus ce qu'elle était. Hein. On n'est plus... Elle a été très forte à la Troisième République, il y a eu beaucoup de francs-maçons, beaucoup d'avancées de francs-maçons contre l'esclavage, Victor Schœlcher, Jules Ferry, etc. Bon, mais à l'heure actuelle, la franc-maçonnerie, elle n'a plus une aussi grande influence qu'autrefois. Ça sert à quoi alors? Ça sert en principe à rencontrer des hommes et des femmes honnêtes et de bonnes mœurs. Là aussi, si je voulais être disruptif, on en rencontre à l'intérieur de la franc-maçonnerie qui ne le sont pas. Mais bon, ça permet quand même de pouvoir, entre guillemets, travailler, présenter des travaux, écouter des travaux, échanger avec des gens qui, en théorie, sont libres d'esprit et sont aptes à discuter. Il faut quand même savoir que je suis au Grand Orient de France, que pendant très longtemps, le Grand Orient de France a été considéré comme la franc-maçonnerie du Parti socialiste. Mais cette obédience commence à s'en affranchir. Et on a actuellement arrivé à une sorte d'équilibre qui permet des échanges plus constructifs et moins ayatolesques, si je puis dire. Et est-ce qu'on est libre quand on est franc-maçon? Ah oui, complètement. On est parfaitement libre de dire qu'on est franc-maçon. La seule liberté qu'on n'a pas,
c'est de dire que tel ou tel est franc-maçon. On n'a pas le droit de dénoncer, entre guillemets, l'appartenance d'un tiers à la franc-maçonnerie dans la mesure où c'est quelque chose qui lui appartient, libre à lui de le faire. Mais chaque franc-maçon est libre de dire qu'il l'est. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'hommes publics l'ont dit. Est-ce que, par exemple, il vous a été reproché dans la franc-maçonnerie vos positions vis-à-vis de Frêche, vis-à-vis de voilà, votre côté un peu pamphlétaire dans la littérature, dans l'écriture? À titre individuel, parfois, mais autrement, non. Je dois dire que il ne s'est jamais rien passé de particulier. Quels étaient les relais de Georges Frêche dans les loges? Il en avait beaucoup. Il en avait beaucoup. Bon, et ces gens-là lui servaient d'antenne, hein, tout simplement. Frêche, en fait, il identifiait les réseaux, il les infiltrait, et puis il essayait de les verrouiller. Ça a été sa règle, il l'a d'ailleurs dit lui-même. Or, les réseaux, c'était la franc-maçonnerie, c'était les juifs, c'était les musulmans, c'était les harkis, c'était les gitans. Donc tous les réseaux, il essayait de les infiltrer, et d'une manière ou d'une autre, soit par des subventions, soit par d'autres moyens, de les verrouiller ensuite. Est-ce que la rupture ne vient pas du fait qu'un jour, dans la salle là, de Beaucerville, donc, qui est le temple franc-maçon de Montpellier, Frêche vous a traité de mauvais juif franc-maçon parce que vous aviez quitté le PS, vous aviez commencé à militer pour la droite, qui était associée au FN, et donc vous humiliez les morts de la Shoah. Il vous a dit dans le public... Insulté. Ah, En fait, il avait dangereusement dérapé ce jour-là. Il avait organisé une réunion que j'ai quelque part fait capoter, donc il attendait 200 personnes. C'était à l'époque où il avait mis Hélène Mandrou à la mairie, où il venait de s'emparer de la région. Et donc il était arrivé à Beaucerville comme un propriétaire, alors que bon, la mairie était propriétaire par un bail amphithéotique. Et quand il est arrivé, finalement, il n'y avait plus grand monde. Il y avait 5 ou 6 personnes. Et il est arrivé derrière ses adjoints. Et donc, visiblement, l'absence de clients, entre guillemets, l'a perturbé. Alors il a fait un discours comme s'il était devant 200 personnes, en disant, la franc-maçonnerie, il y a eu un juif très bien en franc-maçonnerie, le professeur André Lévy, qui avait été un de ses adjoints, médecin socialiste. Et actuellement, vous avez un mauvais juif parmi vous, franc-maçon, qui milite pour la droite, donc pour le Front National, et donc qui insulte les morts de la Shoah. Donc j'avoue que là, j'ai un peu perdu les nerfs. Je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais insulté quelqu'un autant. Et vous savez ce qu'a fait Georges Frêche? Il a tourné le dos, il est allé vers le buffet manger des cacahuètes. Voilà. Vous qui vous êtes promené dans plusieurs loges, est-ce que vous pouvez me parler de Vigneault, qui était le bras droit de Frêche lorsqu'il a pris la mairie? J'ai bien connu Jean-Pierre Vigneault. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Une grande culture, une grande sagesse, un sens de l'humour et un sens de la justice. Et d'ailleurs, à ce propos, quand il est mort, il m'avait dit, Jean-Pierre Vigneault, quand on a mis Georges Frêche à la mairie, on s'est rendu compte qu'on avait enfanté un monstre. S'en est suivi un combat interne au conseil municipal que Georges Frêche a gagné. Bon, de nombreuses années après, en 2003, Jean-Pierre Vigneault est mort. Il est mort en loge maçonnique. Il venait de faire une intervention. Il est mort pendant une loge? Oui, il venait de faire une intervention. Il avait terminé son intervention. Il a dit « j'ai dit », ce qui est la formule rituelle pour dire qu'on a terminé. Ouais. Il est tombé à mort. D'accord. On a essayé de le ranimer. J'étais là avec un médecin aussi. Les pompiers sont arrivés. Et à son enterrement, la seule personne de la mairie qui est venue, c'est Max Lévitin. Moi, j'avais dit, en plaisantant, tiens, son assassin n'est pas là, mais ma voix portant beaucoup, toute la salle a explosé de rire, ce qui est assez inhabituel dans un enterrement quand même. Et par la suite, Georges Frêche, qui avait renvoyé Colette Thinière, une de ses conseillères régionales, parce qu'elle n'avait pas voté le budget, avait écrit sur la plume d'un nommé Martin dans le Midi Libre, qui était un de ses admirateurs, qu'il était, lui, dans la vie, il l'avait redit d'ailleurs dans son film Le Président, je dois tuer, après je pleure, là il avait dit, je suis obligé de faire ça, je l'ai déjà fait, il faisait allusion à Vigneault, et donc je manie le glaive et je triomphe du bouclier.
J'avais envoyé une lettre au Midi Libre dans laquelle je disais qu'effectivement, entre Vigneault, qui était un homme plein de qualités humaines, et Georges Frêche, qui n'en avait aucune, il était évident que ça ne passerait pas. Mais que contrairement à ce qu'il avait dit, le bouclier peut triompher du glaive à condition qu'il y ait des Spartacus pour le brandir. Et la femme de Jean-Pierre Vigneault m'a envoyé une très belle lettre pour me remercier de cette sorte d'épitaphe que j'avais faite à son mari. Donc il y a un autre dossier là, dont on a parlé plusieurs fois dans La Glorieuse, là, le dossier de succession de Georges Frêche qui est bloqué depuis 10 ans. Agnès, là, sa fille, ne comprend pas. Quel est votre regard Je ne là-dessus? suis pas du tout au courant. Il y a une pardon. Ah, je ne sais pas, c'est un dossier dont, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, je ne suis même pas au courant qu'il y a un problème de succession. Dans un ouvrage qui est paru là, dernièrement, là, le bouquin de Jacques Molena, il parle de biens qui seraient en Grèce. Je vous répète que Hypothétique. je ne sais absolument rien de cette succession, ni de ces biens en Grèce, ni de quoi que ce soit. Donc c'est pas du tout dans mes... Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Capital lorsqu'ils sont venus vous interviewer là, pour savoir si Frêche finançait les francs-maçons? Oui, c'était en 2006, ça a été une paranoïa parce que Capital cherchait un interlocuteur. J'ai accepté. Il voulait simplement savoir si Georges Frêche finançait les francs-maçons. Il leur donnait des subventions. Et donc ils sont venus, on est allé dans l'hôtel dans lequel ils étaient, et j'ai été filmé pendant 1h40. Et puis mon intervention est passée dans le Capital, elle a duré 40 secondes. Je disais qu'effectivement il finançait les francs-maçons. Et l'instant d'après, Frêche dans son bureau disait mais bien sûr, je les finance comme je finance tous les autres, tout simplement. Donc c'était un pétard mouillé en fait, cette enquête. Frêche est-il raciste? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'il a fait plusieurs sorties sur les femmes, les oreillons, les noirs en équipe de Oui, France. il avait même en 1997 donné leur première salle de prière aux musulmans. C'était une salle où on fabriquait des jambons, c'est le jambon Soprex, ça fait partie de son humour un peu particulier. Effectivement, avant tout le monde, il avait quand même dit que si les musulmans voulaient nous imposer leur religion, il fallait qu'ils rentrent chez eux, que c'était pas notre tasse de thé. Il avait parlé aussi de la femme qui avait les oreillons. Et puis surtout l'épisode avec les fils de Harki. Le matin même, j'étais à Palavas chez Christian Jean-Jean, une réunion politique. Et donc, je me souviens un peu pour quelle élection c'était. Et ensuite, bon, je connaissais bien toute cette... les fils de Harki, je les connaissais en partie. Et on est revenus ensemble pour aller au Mas Drevron, où Frêche tenait une réunion aux côtés de Jacques Lang et d'Hélène Mandroux. Et quand il a aperçu les fils de Harki, il les a insultés. Et dans le livre de Molena, il manque une phrase. Il leur a dit « Vous êtes des sous-hommes, vous êtes des gens sans honneur. En Algérie, vous vous êtes laissés piétiner. » Mais il a oublié de dire que Frêche avait dit « Vous vous êtes laissés égorger comme des porcs. » Vous vous êtes laissés égorger comme des porcs en s'adressant à des musulmans, c'est une double insulte. Puisqu'en Algérie, a priori, on égorgeait plus souvent des moutons que des porcs. Et pourquoi aujourd'hui y a-t-il tant d'idolâtrie autour de... Donc voilà, tous les journaux s'en sont emparés, une exposition... C'est totalement incompréhensible. C'est totalement incompréhensible. Dans l'éditorial de la Mouette de la semaine prochaine, on explique que bon, on fait la comparaison avec un autre homme d'État qui est, son nom m'échappe, mais enfin qui a été un homme d'État très important, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été président du RPR, avec Pasqua, là, comment il s'appelle, vous voyez qui c'est là? Lui qui était associé avec Pasqua, là, qui était un gaulliste social. Bon, enfin, lui, il est mort la même année que Georges Frêche. Et donc, on a regardé pour voir quels sont les événements qu'on avait faits. C'est simplement une gerbe.
sur sa tombe, alors que pour Georges Frêche, on en fait des tonnes. Oui, on en fait des tonnes. Moi, je dis que c'est une forme de psychose collective, tout simplement. Mais c'est une psychose soigneusement auto-entretenue. Pourquoi, j'en sais rien. Peut-être pour faire rayonner Montpellier, peut-être... c'est une psychose collective, tout simplement. C'est une forme de paranoïa collective, à tel point que, comme on l'a vu tout à l'heure, on a des réactions d'injures presque dès qu'on se permet de faire de l'humour ou de critiquer Georges Frêche, qui sont totalement incompréhensibles. C'est psychanalytique, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire traiter, c'est n'importe quoi. Il y a un filon quand même dans la région. Il y a eu Georges Frêche, maintenant il y a Ménard. C'est-à-dire voilà. C'est-à-dire que tous les deux, ils sont très provocateurs. Oui, bon, Ménard, il ne faut quand même pas oublier qu'il a été, avec Jacques Molena, le créateur du Club de la Presse. Il était à gauche, Ménard, avant. Oui, mais bon, toujours est-il qu'ils sont tous les deux dans la provocation. Georges Frêche, les oreillons, le foulard. Et voilà, Ménard c'est pareil. Il attise un peu. Le mot provocation est un mot qu'on met à toutes les sauces. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas considéré comme politiquement correct, il est provocateur. Donc maintenant, tout est provocation. Guy Béard chantait « Le poète a dit la vérité, il doit être assassiné ». Oui? Vous avez autre chose à dire? Non? Vous voulez que je mette une pièce? Non. Oui, il faut mettre une pièce dans le chapeau. Je sais pas. Il faut mettre une pièce dans le chapeau pour l'interview. Ah non, je le ferai tout à l'heure, je ferai un chèque. Donc non, c'est la question chapeau, c'est la dernière question. Ah, Vous en tirez une, s'il vous plaît. Voilà, vous la lisez. D'accord. Donc, des courtisans, un harem, une succession compliquée. Georges Frêche était-il à l'image d'un grand turc célèbre? Lequel actuellement? C'est Erdogan. enfin bon, le grand turc, quoi. Des courtisans, oui, et des courtisanes aussi, bien entendu. Un harem, j'irai pas jusque-là. La succession compliquée, comme je vous l'ai dit, je n'y connais rien dans ce domaine. Mais il aimait bien les courtisans, et les courtisans le courtisaient, donc par définition. Un harem, il n'a jamais eu de harem. Il a réussi à avoir des femmes par-ci, par-là, des petites gâteries par-ci, par-là, et c'était pas un don Juan, je veux dire, loin de là. C'était, pour employer un terme un peu moderne, dans ce domaine, c'était un dragueur lourd. Voilà. Non seulement par le poids, mais parce qu'il fermait souvent à clé la porte de son bureau pour se précipiter sur son interlocutrice et lui demander un bisou collant. Voilà, mais bon, un harem, je ne crois pas qu'il ait jamais eu de harem. Mais un certain nombre de femmes de son entourage politique avaient dû subir ses caprices, disons, sexuels, pour conserver ou pour avoir le poste. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie aussi.